Et voilà, on est en direct. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Terre d'amour. Bonsoir Nicole. Je suis très heureuse de Bonsoir. t'accueillir. Voilà, ce soir je te reçois Nicole Douin pour, je crois, la 4e fois. J'adore. Donc, quand on aime, on compte pas. Et ce soir, tu vas nous parler de guérison avec les fleurs de Bach. Voilà, c'est une conférence autour des fleurs de Bach. C'est très intéressant. Donc, voilà, je te laisse un petit peu te présenter. Et puis, je suis là. Je m'enlève du champ de vision et je vous laisse. Bonne conférence à tous. Bien, bonjour à toi, Sylvana. Bonjour à tous les auditeurs. Et aujourd'hui, nous avons donc décidé de parler des élixirs floraux du Dr Bach. Alors, ceux qui me connaissent en tant que médium guérisseuse, qualité que j'ai découvert à la suite d'une enquête en 1985, enquête que j'avais démarrée pour prouver que ces guérisseurs et ces médiums ne pouvaient être que des charlatans. À cette même époque, je me suis occupée d'une association qui s'appelait Association Liberté Santé 36, qui était une association d'information sur les thérapies autres, c'est-à-dire les thérapies alternatives, qu'on va appeler alternatives, complémentaires, etc. Et en particulier, j'y ai découvert, parce que c'était vraiment le début où on en entendait parler en France, j'ai découvert des élixirs floraux du Dr Bach. À l'époque, j'ai eu également une librairie ésotérique dans laquelle le rayon santé était très important et j'ai organisé des conférences avec des thérapeutes, en particulier des thérapeutes qui venaient de Belgique et qui travaillaient déjà depuis quelques années avec les élixirs du Dr Bach. Ils venaient faire des formations et régulièrement, comme ça m'intéressait, je me disais que j'allais m'inscrire à la formation. Et puis, il y avait toujours une activité à la librairie qui m'en empêchait. Donc, les années ont passé. Ensuite, j'ai rencontré Gérard Wolf, un Français qui venait d'ouvrir à Paris la première boutique entièrement consacrée aux fleurs de Bach. Puis, en 2000, j'ai fermé la librairie. J'ai eu, on va dire, j'ai fait un break pendant une petite année pour cause de maladie. Et une fois guérie, j'ai recommencé, j'ai retrouvé ma vie normale, plus libraire, uniquement encore écrivaine, médium guérisseuse, et surtout, donc j'ai fait de plus en plus de consultations. Et dans ces consultations, j'utilise beaucoup les fleurs de Bach. Ça fait 20 ans que je travaille avec elles, donc je pense que c'est suffisant pour pouvoir en parler ce soir. Je travaille, vous le verrez, je vous le dirai tout à l'heure, je vous l'expliquerai. Je travaille essentiellement avec des cartes et le consultant ou la consultante va tirer des cartes et ce sont elles qui déterminent les élixirs dont on a besoin. Mais avant de parler des élixirs eux-mêmes, je voudrais vous présenter le docteur Bach, parce que c'est un homme qui a eu une vie absolument extraordinaire, complètement dédiée à sa mission, c'est-à-dire soigner, guérir les malades. Cet homme est né en septembre 1886 à côté de Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Il est l'aîné de 3 enfants. Il n'aime pas beaucoup l'école, mais ce qu'il adore en particulier, c'est les vacances où ses parents l'emmènent dans le pays de Galles, en pleine nature. Et là, il découvre les plantes, il découvre donc son amour des plantes, et surtout, il se rend compte qu'il voudrait un jour être médecin. Mais il n'ose pas en parler à son père, à ses parents, parce qu'il se dit que sont des études longues et coûteuses que ses parents ne pourront pas lui payer.
Donc, à l'âge de 16 ans, il entre dans l'entreprise familiale, qui est une usine de laiton, c'est-à-dire de fabrication cet alliage, qui est un mélange de cuivre et de zinc. Et pendant 3 ans, il y travaille à regret. Il ne se sent pas du tout bien dans cet environnement, mais il observe les ouvriers autour de lui et il se rend compte combien il est difficile à cette époque de perdre son travail à cause de la maladie. Et il se dit, il faut absolument que je sois médecin. Donc il ose en parler à son père, qui, à sa grande surprise, accepte qu'il rentre à la faculté de médecine de Londres, où il va faire ses études. Il sort diplômé en 1914 et aussitôt, il s'installe, il ouvre un cabinet à Londres et son empathie, son amour des malades, des gens qui viennent le consulter, fait en sorte qu'il a une clientèle énorme, le succès est immédiat. En même temps, il est assistant dans un hôpital de Londres où il fait des recherches en bactériologie. Et déjà, l'observation de ces malades lui permet de dire la personnalité d'un individu importe davantage dans le traitement de la maladie que son corps physique. Donc c'est un travailleur acharné qui ne pense uniquement qu'à son travail, à ses recherches et à ses malades. Il y a la guerre de 14. Pendant cette guerre de 14-18, il se dévoue auprès des blessés et il a tellement travaillé, il est fatigué, qu'en 1917, il fait un malaise, il est épuisé, il fait une hémorragie cérébrale et il tombe dans le coma. Il est opéré, on lui trouve une tumeur et à son réveil, les médecins lui annoncent carrément qu'il n'a plus que 3 mois à vivre. Le choc passé, il se dit, il faut que j'utilise ces 3 mois à continuer mes recherches, il faut que j'aille au bout de ce que j'ai désiré faire. Et il s'aperçoit que plus il travaille, plus il retrouve de vitalité. Et il en conclut, déjà ce qu'il a dit tout à l'heure, précédemment, c'est qu'avec de la volonté, on peut se sortir, on peut retrouver la santé. Donc le malade, la personnalité du malade, les pensées du malade agissent beaucoup plus que tout traitement. Donc il reprend ses consultations, ses recherches bactériologiques, et là, en même temps, il découvre l'homéopathie de Hahnemann et il s'aperçoit que ses recherches sur l'intestin, sur les bactéries de l'intestin, correspondent aux recherches de Hahnemann. Et il découvre 7 personnalités qui correspondent aussi à 7 bactéries. Et il crée des sortes de vaccins qu'on appelle des nosodes, qui sont fabriqués, constitués, qui sont élaborés à partir des selles du malade. Bon, c'est une technique qui existe encore, bien que très controversée, évidemment. Elle est toujours utilisée beaucoup plus qu'en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Elle est utilisée en médecine vétérinaire avec de bons résultats. Chez nous, bien entendu, elle est controversée. Fin 1928, il a de plus en plus de résultats, mais il est quand même insatisfait. Il pense qu'il peut aller au-delà, que la nature doit pouvoir lui apporter des remèdes simples et efficaces. Et il ressent l'envie de partir à nouveau dans ce pays de Galles de ses vacances, de son enfance, où il part quelques jours pour se reposer. Mais en réalité, il parcourt la campagne et il s'aperçoit qu'un jour qu'il était très stressé, très impatient, qu'il est attiré par une fleur, une petite fleur qui s'appelle impatience. Il en prend une pétale qu'il met sur sa langue
Et petit à petit, il se rend compte qu'il se calme, que cette fleur a une influence sur lui, sur son impatience. Quelque temps après, dans un autre état d'âme, où il se sent angoissé, apeuré, sans raison particulière, il découvre une autre plante qui s'appelle la muscade et avec la même technique, il se rend compte que sa peur disparaît. Donc c'est le début vraiment pour lui d'une compréhension de cette, comment dirais-je, cette collaboration entre la fleur et le malade, avec l'état d'âme du malade. En 1930, alors qu'il a un cabinet qui marche très bien, il est célèbre, il abandonne à la fois son cabinet de Londres et son laboratoire de fabrication des premiers élixirs et aussi surtout des nosaudes qui lui donnaient un rapport financier important. Il abandonne tout et décide de partir s'installer dans le pays de Galles, dans une maison qui s'appelle Mount Vernon et qui existe toujours. Donc là, il arrive avec l'intime conviction qu'il doit trouver une méthode de guérison pratique, simple, à partir des produits de la nature. Il a 43 ans, il est plein d'enthousiasme, il est en permanence en contact avec la nature et petit à petit, il va trouver des élixirs, des fleurs qui correspondent à des états d'âme, à des personnalités. Et à ce moment-là, il installe carrément son laboratoire de recherche et de fabrication d'élixirs dans sa maison du Pays de Galles. Il est rejoint par une femme, Nora Wick, qui devient son assistante. C'était une kinésithérapeute qu'il a connue à Londres. Il y a également un homme qui vient l'aider, Victor Bullen. Et puis, petit à petit, il y a tellement de succès qu'il ne peut plus fabriquer tout ce qu'on lui demande et il confie la fabrication à un laboratoire qui s'appelle le laboratoire Nelson. À ce moment-là, il va rédiger aussi dans ces années-là son premier livre qui s'appelle « Guéris-toi toi-même » et ce qui lui amène, comme souvent à tous ces chercheurs incompris, qui lui amène une radiation de l'ordre des médecins. Puis les années passent, il continue à travailler, à améliorer ses recherches, et en 1936, il sent qu'il a pratiquement terminé sa mission, il est quand même très fatigué, et il annonce à ses assistants qu'il va bientôt quitter cette terre, et il leur demande de continuer la diffusion des élixirs et de veiller à l'intégrité de ses recherches. Et il décède en novembre 1936, et ses assistants transforment sa maison en centre Édouard Bach, qui est animé d'abord par eux et qui existe, je l'ai dit, toujours actuellement, et où l'on peut aller faire des formations sur les élixirs de Bach. Je terminerai sa biographie, si je puis dire, par une petite histoire qu'il a plaisir de raconter pour nous prouver qu'il n'y a pas de hasard. Au moment où il quittait Londres, il avait des bagages, et à un moment donné, il s'est trompé de valise. Au lieu d'emporter la valise qui contenait ses pilons, ses mortiers pour son laboratoire, il a emmené une valise pleine de chaussures. Alors, sur le moment, il était très dépité. Et ensuite, il s'est dit, mais j'ai compris pourquoi. Parce que pendant des années, il a arpenté jour après jour la campagne. J'ai oublié de vous dire
qu'il récoltait, qu'il faisait ses recherches dans la campagne en robe blanche, comme les druides jadis faisaient leur récolte du gui et leur récolte des plantes médicinales. Donc il a eu une philosophie très particulière qui était vraiment en avance sur son temps, c'est-à-dire que pour lui, je l'ai déjà dit, la personnalité du malade influe énormément sur le déroulement de la maladie et sur l'approche de la guérison. Il a été l'un des premiers à noter l'influence du stress sur l'apparition des maladies et surtout, il a compris que la maladie n'était pas un hasard, que c'était un message que notre corps nous envoie pour nous dire « Stop, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie ». Je vais vous donner un exemple que j'ai souvent donné en conférence et dont je parle dans mon livre sur la guérison qui s'appelle « Ma victoire sur le cancer ». Quand j'étais jeune, j'ai eu un zona. Je travaillais à l'époque dans un magasin tenu par ma belle-mère et quand je suis allée consulter un médecin, il m'a dit, tu sais, c'était un ami, il me dit, tu sais, pour le zona, je n'ai rien à te proposer. Je peux te proposer d'aller chez une guérisseuse, mais il savait que je n'y croyais pas. Donc, il me dit, par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Lui aussi était déjà dans cette optique de penser que la maladie était le reflet d'un déséquilibre. Et je m'entends lui dire, ah ben oui, je ne supporte plus de travailler avec ma belle-mère. Et je suis sortie de chez lui avec l'adresse de la guérisseuse, avec bien entendu aucune envie d'aller la voir, mais je suis allée immédiatement donner ma démission à ma belle-mère. Et dans les 2 jours qui ont suivi, mon zona avait entièrement disparu. Mais Bach va encore plus loin. Il a été jusqu'à dire qu'une personnalité sans conflit est immunisée contre toute maladie. Alors là, je mettrai un bémol, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que je pense qu'il y a des âmes qui ont choisi leur destin. Comme toute personne, comme toute âme qui vient sur la terre, nous avons tous choisi notre destin. Et il y a des âmes qui ont choisi d'évoluer dans cette incarnation au travers de la maladie ou à travers d'un handicap. C'est leur choix pour leur propre évolution, mais aussi pour faire évoluer leur entourage. Je me souviens en particulier d'une famille de 6 enfants, donc de 7 enfants, et celui du milieu était trisomique 21, il était mongolien. Et les 3 aînés avaient très très bien accepté le handicap de leur frère, alors que les 3 autres, au contraire, le rejetaient. Vous voyez, cet enfant était venu donc pour l'évolution de la famille. Et certains prenaient les choses bien, avec compassion, et d'autres le vivaient très mal. Nous pouvons noter aussi que déjà, pour l'époque, Bach était très en avance sur son temps. Maintenant, qui ne fait pas le rapprochement entre une maladie et un organe déterminé, la maladie d'un organe déterminé et un problème psychologique? Il y a de nombreux livres qui sortent sur le sujet, qui sont sortis sur le sujet. Je pense en particulier à Écoute ton corps de Lise Bourbeau, un livre de Pierre Thomas Lamotte qui s'appelle Et si la maladie n'était pas due au hasard? Et je m'arrête parce que là, il y en a énormément maintenant. Donc passons maintenant un peu à des choses plus pratiques. Comment ont été élaborés les élixirs de Bach par le docteur Bach?
j'ai remarqué que depuis le Moyen Âge à peu près, les plantes ont toujours été importantes dans la vie des humains et que on avait trouvé déjà un symbolisme des fleurs. Mais là, je crois que je suis un petit peu en avance dans mon développement. Donc, on oublie ce que je viens de dire et je reviens au docteur Bach avec ses promenades dans la forêt, dans les prés et aussi son observation des malades. Il a sélectionné d'abord 7 personnalités, 7 états négatifs dans nos comportements. Puis il est passé à 12, puis il a affiné à 19 et à 38. Et vous verrez qu'au départ, il a élaboré 7 élixirs, puis 12, et maintenant, enfin, à sa mort, il y en avait 38, avec un 39e spécial dont nous parlerons tout à l'heure. Les états, chaque état pour lui correspond à une fleur, ou plus exactement, une fleur correspond à chaque état de personnalité. Il a remarqué des personnes qui ont peur, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui vivent dans la terreur, dans l'inquiétude, dans l'indécision, dans l'indifférence, dans le doute, dans la préoccupation excessive des autres, dans la faiblesse, c'est ceux qui ne savent pas dire non, dans le manque de confiance en soi. Il y a les impatients, il y a ceux qui sont beaucoup trop enthousiastes, il y a l'orgueil, etc., etc. Donc, à chaque état, à chaque personnalité, un élixir. Et le rescue, le 39e, c'est le seul composé mis au point par le docteur Bach. C'est ce qu'on appelle plus communément le remède d'urgence, que l'on va utiliser uniquement en cas d'urgence. Il est composé de 5 élixirs, de Star of Bethlehem, qui est un consoleur de l'âme, de Roc Rose, pour ceux qui sont dans la peur, de l'impatience pour le stress, de Chéri Plume pour le désespoir, et de la clématite pour les rêves, pour ceux qui ont tendance à partir dans les hautes sphères et qui ont même tendance à s'évanouir. Donc pourquoi Bach s'est penché sur ces fleurs? C'est parce que depuis, je le disais tout à l'heure, depuis des siècles, on sait que les plantes ont un rapport avec nous, les humains. Au Moyen Âge, on avait déjà établi un symbolisme des fleurs. En particulier, la rose signifiait l'amour. On offre d'ailleurs souvent des roses encore maintenant en signe d'amitié ou en signe d'amour. La violette, c'est sur l'humilité. La fleur d'oranger, la virginité. Les mariés, autrefois, avaient souvent des couronnes de fleurs d'oranger. Le myosotis indique la fidélité. En anglais, d'ailleurs, forget me not, ne m'oublie pas. Mais de tout temps, on a utilisé aussi les plantes pour se soigner. Et on a différencié 2 façons de les utiliser, la phytothérapie et l'aromatothérapie. L'aromathérapie. Et puis maintenant, il y a donc, depuis le docteur Bach, il y a les élixirs floraux. La phytothérapie, je l'ai beaucoup utilisée, ou plus exactement, ma mère l'a beaucoup utilisée pendant la guerre. On l'utilisait beaucoup. Les médecins étaient rares, ils étaient loin, et il fallait d'abord se soigner avec les méthodes que nous donnait la campagne. Je me souviens de ma mère faisant des infusions de bourrache que l'on allait chercher dans le jardin lorsque j'avais une toux. On peut les utiliser aussi, les plantes, en inhalation.
qui, à cette époque, ne faisaient pas des inhalations au-dessus d'un bol d'eau bouillante avec des branches de thym. On les utilisait en cataplasme. J'ai d'ailleurs une petite expérience personnelle. J'ai été un jour piquée, je devais avoir 5 ou 6 ans, j'ai été piquée par ce qu'on appelle une mouche charbonneuse. C'est une mouche qui se balade sur les tas de fumier. Et cette mouche, évidemment, vous incule les microbes. Et comme il n'y avait pas de médecin, maman m'a amenée chez la guérisseuse qui, outre des soins, m'a prescrit des cataplasmes de lierre terrestre. Et elle l'a fait avec connaissance parce que j'ai découvert depuis que le lierre terrestre est un anti-inflammatoire, un antimicrobien et un cicatrisant. Et puis, il y a l'aromatothérapie, c'est l'utilisation des extraits aromatiques, plus connus sous le nom d'huile essentielle. Il faut bien faire la différence entre huile essentielle et essence. En fait, les huiles essentielles ne sont pas des huiles, mais ce sont des extraits aromatiques. Et les essences sont des extraits aromatiques, mais auxquels on ajoute des produits chimiques. Ces extraits aromatiques sont utilisés depuis des siècles, puisqu'en Égypte, on les utilisait en particulier donc, pour la guérison, mais aussi dans les embaumements. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que le docteur Valnet a mis au point beaucoup d'huiles essentielles et a été radié de l'ordre des médecins à la suite de la sortie de son livre Le Docteur Nature. Tout cela, on le retrouve expliqué dans le livre mon livre dont j'ai parlé précédemment. Et les élixirs floraux, bien sûr, le docteur Bach était un précurseur et depuis, il en existe d'autres. Il existe les élixirs d'Eva, il existe les élixirs australiens qui sont élaborés à partir de fleurs récoltées dans le bush d'Australie. Le bush, c'est une sorte de brousse comme on en trouve en Afrique. Mais je ne parlerai certainement pas de ces deux derniers parce que je ne les connais absolument pas et je ne me permettrai pas de parler de choses que je ne connais pas. Alors, comment le docteur Bach a-t-il demandé de préparer ces élixirs et comment veut-il qu'ils soient encore préparés? Et malheureusement, tous les laboratoires ne les préparent pas de la même façon. Il faut d'abord récolter les fleurs. La récolte doit se faire le matin de bonne heure, avant 9 heures, lorsqu'il y a encore de la rosée dans les prés, dans les champs, et à la fin du printemps, au début de l'été, mais pas plus tard. Il ne faut pas que le soleil soit trop fort. Il faut que les fleurs soient récoltées au soleil, jamais à l'ombre, parce que on s'est aperçu que la rosée au soleil a une activité qu'on appelle donc la solarisation, qui ne se fait pas si la fleur a été récoltée à l'ombre. Donc déjà, la rosée absorbe la propriété de la fleur. Ensuite, ces fleurs sont déposées dans un bol d'eau. Elles sont mises au soleil pendant quelques heures jusqu'à ce qu'elles soient flétries à peu près. Et ensuite, elles sont mises de côté. Mais les arbres et les arbustes ont aussi des fleurs. Donc, eux, on ne peut pas les récolter de la même façon. La récolte se fera aussi en début d'année, avant que le soleil ne soit trop fort, mais ils sont mis à bouillir dans environ une demi-heure avec un couvercle. Et ensuite, on presse les bourgeons
pendant cette période d'eau bouillante, avec une tige, on tape les bourgeons pour faire sortir le principe essentiel. Ensuite, on laisse refroidir et comme pour les premiers, on passe, on garde cette eau et pour la conserver, on ajoute en Angleterre du brandy. On peut aussi ajouter du cognac qui est l'équivalent du brandy. Et ceci, c'est une préparation qui va être ensuite répartie dans des petits flacons. Ces petits flacons, c'est ceux que l'on trouve dans le commerce et que pratiquement tous ceux qui s'intéressent aux élixirs de Bach connaissent. Voici le petit flacon. Mais le docteur Bach était un homéopathe. Il a donc prescrit de ne pas prendre les petites gouttes de façon non diluée. Donc, lorsque l'on achète ces petits flacons, il faut les traiter autrement. Il faut les diluer dans un autre flacon. On a des flacons plus grands, des flacons de 30 cc, qui doivent être teintés pour ne pas recevoir à cette fois-ci la lumière. Ils doivent être munis aussi d'un compte-gouttes et on verse 3 gouttes de ce petit flacon dans le grand flacon de 30 cc. Et le thérapeute va faire une recherche des élixirs qui conviennent à la personne. Et dans le flacon, on met 3 gouttes de chaque élixir. Il n'y a que le rescue qui peut être pris en urgence pure. Mais on va donner du rescue pur vraiment au moment de l'urgence. Imaginez une personne qui vient de s'évanouir, on lui mettra quelques gouttes de rescue sur la langue. Une personne qui vient d'assister à un accident, qui vient de voir un blessé, elle peut prendre du rescue immédiatement. Quelqu'un qui s'en va passer un examen, c'est sur le long terme. À ce moment-là, il vaut mieux diluer le rescue dans un verre d'eau ou dans une petite bouteille d'eau où on met plus de gouttes et que l'on va boire sans arrêt. Une personne qui a eu un traumatisme, on va lui faire boire ce verre d'eau tout au long de la journée jusqu'à ce qu'elle soit beaucoup plus calme. Donc on l'a vu, le docteur Bach avait une vue bien plus profonde de la compréhension des fleurs. Pour lui, elles révèlent une qualité particulière qui est l'équivalent d'une émotion humaine. Ah, Isabelle, ma mémoire me signale que j'ai oublié de vous dire qu'on rajoute de l'eau pure, de l'eau de source dans le flacon, pas n'importe quelle eau, pas de l'eau minéralisée, il faut vraiment de l'eau de source. Ne pas prendre non plus de l'eau de pluie, ni de l'eau distillée. L'eau distillée, c'est de l'eau morte. Mais alors, on peut se demander comment est-ce possible que des petites gouttes aient une action sur la personne. On l'a vu, la fleur est en contact avec la rosée et avec l'eau. Cette fleur va donner sa qualité, va donner sa force à l'eau, et l'eau que nous absorbons, avec les gouttes incluses, va agir sur nos maux. Pourquoi? C'est la vibration de l'eau qui entre en résonance avec l'eau de notre propre corps, de nos cellules. Et tout ceci, cette intuition du docteur Bach a été vraiment confirmée depuis des années par les travaux du japonais Masaru Emoto. J'écorche toujours son nom, je suis désolée pour lui.
Amaru Mesoto a fait des études très intéressantes sur l'eau. Il a mis des gouttes d'eau dans des boîtes de pétri. Les boîtes de pétri, c'est ce qu'on utilise pour les expériences en laboratoire. Et il les a congelées à moins 25 degrés. L'eau, bien entendu, est devenue, il s'est formé des cristaux. Et ces cristaux, lorsqu'il les a observés au microscope, sont devenus, ont présenté des images très harmonieuses. Enfin, harmonieuses à condition que l'eau ait été une eau très pure. Il s'est aperçu aussi que s'il mettait une eau polluée, à ce moment-là, l'image du cristal était, le cristal était informe, ou même il n'avait aucune forme, il était complètement déstructuré. Ça l'a amené à faire d'autres études que certains d'entre vous connaissent certainement, c'est-à-dire que l'eau peut être informée. Si l'on prend un verre d'eau ou une bouteille d'eau dans laquelle on parle, si on lui envoie des mots comme amour, et que l'on regarde ensuite cette eau avec la technique de la cristallographie sensible, à ce moment-là, on voit des belles images, une image structurée. Si on envoie le mot haine, au contraire, il n'y aura rien. Il s'est aperçu aussi que si on envoie le mot gratitude, l'image du cristal est encore plus harmonieux qu'avec le mot amour. Et cela correspond, enfin ça va confirmer, on va dire, les dires de tous nos sages, que avec l'amour et la gratitude, on peut faire des miracles. Notre corps est fait de 70% d'eau en moyenne. Si nous avons des pensées d'amour, si nous avons des pensées de gratitude, des pensées positives, notre corps va les enregistrer et va guérir beaucoup plus facilement. Nous pouvons également avoir un système immunitaire beaucoup plus fort avec de telles pensées positives. L'eau a donc retenu l'information, mais elle peut aussi retenir des informations négatives. C'est pourquoi on conseille de plus en plus de bien faire attention à ses pensées et que ce soit toujours des pensées positives, quelles que soient les circonstances de la vie. Évidemment, ces notions mises au point par Masaru Emoto ont été reprises par d'autres chercheurs, par Benveniste, par le professeur Montagnier. Tous ont confirmé et malheureusement, tous sont également encore controversés. Et on a vu comment a été traité le professeur Montagnier lors de son décès il y a très peu de temps, où il n'a pas eu droit au même Johnny Hallyday. Je n'ai rien contre Johnny Hallyday, croyez-le bien, mais le professeur Montagnier méritait aussi des funérailles nationales qu'il n'a pas eues. Ça, c'était une petite aparté. Les chimistes, évidemment, ne comprennent pas cette transmission d'informations de la fleur à l'eau. Il s'agit ici d'ondes électromagnétiques et actuellement, on va de plus en plus vers une médecine basée sur les ondes électromagnétiques. J'ajouterais que les élixirs de Bach ne sont surtout pas des prescriptions pour le physique. Ce sont des produits qui travaillent sur nos états d'âme, sur notre esprit. Et si nos états d'âme, si notre esprit va mieux, à ce moment-là, le physique peut aller mieux, voire guérir complètement. Donc c'est l'énergie vibratoire des élixirs qui va travailler, et il va travailler
de deux façons différentes. Soit il travaille sur nos, comment dirais-je, nos dysfonctionnements de pensée, sur nos états négatifs, dirais-je, en les transformant, en nous aidant à les transformer. Mais ils peuvent aussi, les élixirs de Bach, aller beaucoup plus loin. Et si on les utilise sur le long terme, ils peuvent travailler à notre évolution. Ils peuvent aider à notre évolution. Ils peuvent nous aider à notre transformation. Donc, nous y reviendrons tout à l'heure. Beaucoup de personnes disent, mais est-ce que tout le monde peut prendre des élixirs de Bach? Est-ce qu'il n'y a aucune interférence avec les médicaments que je prends déjà actuellement? Il n'y a aucune interférence, il n'y a aucune interdiction. Les élixirs de Bach ne sont pas du tout nocifs. Par contre, on peut quand même remarquer quelquefois des effets que beaucoup vont trouver indésirables, c'est-à-dire un accroissement, une augmentation de l'état antérieur, voire des douleurs antérieures. Tout simplement parce que ce sont des remèdes homéopathiques qui vont agir comme l'homéopathie ou comme des soins énergétiques, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle de purification. Et lorsqu'il y a augmentation, ça annonce la guérison, ça annonce la transformation. C'est en sorte un travail de nettoyage. Peut-on le donner aux enfants? Bien sûr. Les enfants sont très réceptifs, mais comme les adultes, il ne faut pas leur donner n'importe quoi. Il faut également chercher l'élixir qui leur convient le mieux. Par contre, il y a des moments où on peut donner un élixir en cas d'urgence. C'est le cas du rescue, si un enfant voit une scène qui lui fait peur. C'est, par exemple, un enfant qui se réveille souvent la nuit et qui se réveille en criant parce qu'il fait des cauchemars, on peut lui donner Roc Rose. Roc Rose, c'est un élixir qui travaille sur les peurs et on peut lui donner en petites gorgées, en pur, comme avec le petit flacon de tout à l'heure, mais tout de suite après, lui préparer un verre et lui donner en petites gorgées jusqu'à ce qu'il soit calmé et qu'il soit prêt à redormir. Les enfants, les animaux sont très, très réceptifs. Si un animal se fait agresser, un chat ou un chien se fait agresser par un autre de ses confrères, de ses frères et sœurs, on peut lui donner du rescue. Un chien qui, par exemple, est très possessif par rapport à son maître, qui ne veut pas le quitter, les chiens que j'appelle un peu les pots de colle, on peut leur donner chicorée en anglais. Un chat nerveux, on pourra lui donner Mimulus, c'est un élixir qui correspond aux peurs. Et puis, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai lue dans un livre qui parle justement des élixirs de Bach. C'est une histoire qui est arrivée à des propriétaires d'un Saint-Bernard, un gros chien. Et ce Saint-Bernard ne supportait pas les détonations. Or, il vivait dans une zone de chasse où il y avait régulièrement des coups de feu. Et ses propriétaires étaient très ennuyés de le voir aussi peureux, aussi mal lors des chasses qui se déroulaient dans leur quartier. Et un de leurs amis leur a conseillé de lui administrer Mimulus pour ses peurs. Et en effet, le chien s'est calmé. Mais ce qui n'était pas prévu, ils avaient mis Mimulus dans l'eau de boisson. Avec les chiens, c'est très facile.
Les chats, c'est beaucoup plus difficile parce que eux, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils savent tout de suite qu'il y a quelque chose dans l'eau, de même dans leur nourriture. Mais le chien, lui, pas de problème. Donc, il y avait le bol d'eau qui restait dans la maison et les propriétaires n'avaient pas imaginé. Ils savaient que dans la nuit, il y avait des souris qui sortaient de leur cachette et qui se promenaient dans la maison. Mais ils n'avaient pas du tout pensé que les souris allaient boire l'eau du chien. Et à leur grande surprise, les souris n'ont plus eu peur de rien. Elles se sont mises à se promener dans la maison dans la journée, comme si de rien n'était, et à se laisser approcher et à regarder les propriétaires de la maison avec un petit peu, comment dirais-je, elles se promenaient très tranquillement, sans aucune peur. Dernier règne, on peut aussi parler des plantes, on peut aussi donner des élixirs aux plantes. Lors d'un rempotage, par exemple, on utilisera le fameux rescue. Si une plante est envahie d'insectes, on peut lui administrer un mélange avec crabapple, c'est-à-dire le pommier sauvage, et l'agrimonie, qui sont deux élixirs qui travaillent pour la purification et pour ce que l'on vit en secret. Et bien sûr, la plante veut se purifier, elle veut se débarrasser des insectes et elle ne peut pas en parler. Donc elle vit en secret cette invasion d'insectes. Si elle est malade, si la plante est malade, si elle est flétrie, on va lui donner un élixir qui correspond à la fatigue, hornbeam par exemple. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi j'ai déjà pris des élixirs de Bach, mais ça ne m'a rien fait? Alors là, il y a plusieurs raisons. Je vais d'abord au départ, il n'y avait que les élixirs de Bach fabriqués selon les principes suivant la méthode enseignée par Bach. Actuellement, il y a plusieurs laboratoires. Il y a plusieurs laboratoires qui fabriquent, qui élaborent des élixirs de Bach. Certains se réfèrent vraiment au dehors de Bach. D'autres mettent que c'est fait selon la méthode de Bach. Et je dirais que la meilleure solution pour être sûr de la valeur des élixirs, c'est de pouvoir les tester en radiesthésie et de voir à quel niveau ils vibrent. C'est ce que j'avais fait il y a quelques années avec une amie, et en effet, ils ne vibraient pas tous suivant le laboratoire d'où ils provenaient. Une autre raison que cela ne fonctionne pas toujours, c'est lorsque l'on s'auto-médicalise. Beaucoup de personnes prennent des livres où on explique la façon de travailler, à quoi correspondent les élixirs. Mais quand on prend un livre, à la fin, on ne sait plus quel élixir choisir parce qu'on a l'impression qu'on en a besoin de tous. Et en fait, on ne sait pas nous-mêmes quelle est notre urgence. Donc, l'automédication, c'est pas vraiment la panacée. Beaucoup n'utilisent pas les élixirs en dilution, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais utilisent directement le petit flacon. Je vais vous raconter à ce sujet une petite histoire qui m'est personnelle. Il y a quelques années, beaucoup d'entre vous savent peut-être que je reçois des messages des anges, et il y a donc plusieurs années de ça, je reçois une demande d'un monsieur qui voulait avoir des conseils par rapport à son évolution. Et les anges lui disent qu'il serait bien qu'il consomme, qu'il prenne des élixirs de Bach. Ce monsieur n'habite pas très près de chez moi, et au téléphone, à la lecture, quand je lui ai envoyé le message, il me rappelle et il me dit
Oh ben, écoutez, dans mon immeuble, j'ai une personne qui travaille avec les élixirs de Bach, donc je vais aller la consulter. Je lui dis, mais oui, c'est tout à fait normal, cela va vous éviter des déplacements. Et je n'entends plus parler de ce monsieur pendant au moins 4 ans. Et au bout de 4 ans, je reçois à nouveau une lettre me demandant un nouveau message. Et à la fin, les anges me font écrire: a-t-il bien pris ses élixirs de Bach? Moi, évidemment, je ne me souviens pas du message que j'ai reçu 4 ans auparavant et j'envoie le courrier tel que je l'ai reçu. Et la personne me rappelle en me disant: je ne comprends pas qu'il me conseille de reprendre des élixirs de Bach parce que j'en ai pris quand vous m'en avez lors du premier message. J'en ai pris pendant 1 mois, mais ça ne m'a rien fait. Et je lui dis: mais d'abord, comment l'avez-vous pris? Il me dit: j'ai été acheter en boutique bio un petit flacon et puis j'ai pris les gouttes comme ça sous la langue. J'ai dit: mais ça ne va pas, vous ne les avez pas pris dilués. C'est de l'homéopathie, il faut que ça soit dilué et dynamisé, c'est-à-dire que lorsque l'on fait le mélange, on agite bien le flacon et même on peut l'agiter à nouveau à chaque fois qu'on reprend des gouttes. Et puis en même temps, il faut de la persévérance. On voudrait à l'heure actuelle que tout aille très vite, que tout soit réglé d'un coup de baguette magique. Mais comme en homéopathie, comme avec certains soins, comme avec les élixirs de Bach, il faut être persévérant. Et surtout quand on veut les utiliser dans un but de nous aider dans notre évolution personnelle, dans, dans un but d'aide vis-à-vis de nos comportements, vis-à-vis de nos blocages, il faut être persévérant. Et puis, il y a une dernière catégorie de personnes pour lesquelles ça ne marche pas. Ceux qui ne veulent pas guérir. Alors évidemment, si vous dites à quelqu'un qu'elle ne veut pas guérir, en général, on ne l'admet pas. Il y a d'ailleurs des personnes qui pensent qui sont dans le déni. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il y a différentes utilisations. Les plus courantes sont donc des gouttes diluées. On peut utiliser aussi ce liquide en application sur les chakras, sur le pouls, sur les tempes. On peut les utiliser en bain. Le docteur Bach le faisait. Moi, j'avoue que je me contente pour l'instant d'utiliser les gouttes en prise liquide, un peu aussi sur les poux, mais pas autrement. Et comment sélectionner les élixirs qui conviennent? C'est là le plus compliqué, enfin, apparemment. Donc, il y a l'approche que je vais appeler une approche rationnelle, c'est-à-dire l'approche des personnes, des thérapeutes qui ont fait une formation et qui connaissent par cœur ou qui s'aident de livres pour connaître les qualités, les bienfaits des élixirs. Moi, je vous l'ai dit, je n'ai pas pu faire de formation et maintenant, j'en suis très contente parce que, me connaissant, je crois que si je n'aurais pas été assez neutre, en voyant rentrer une personne, je pense que mon mental m'aurait tout de suite dit: ah ben tiens, cette personne, elle a besoin de tel élixir. Donc là, je travaille avec un jeu de cartes. Voilà, ce sont des cartes. Il y en a 39, autant d'élixirs, c'est-à-dire 38 fleurs différentes et une correspondante au rescue. Et la personne qui vient me consulter va tirer 3, quelquefois 4 cartes et on a toujours la surprise. On est étonné à chaque fois parce que ensuite je me réfère à un livre
qui explique ce qu'est l'état de la personne qui a tiré cet élixir qui lui convient. Et je vous avoue que les personnes, sauf si elles sont dans le déni, sont vraiment émerveillées de la justesse de la carte qu'elles ont tirée, c'est-à-dire de l'élixir qui leur convient. D'autres personnes vont travailler en radiesthésie, en kinésiologie, avec l'époux. Vous voyez, il y a beaucoup de façons de travailler, de déterminer les élixirs qui conviennent à la personne qui vient consulter. Pour conclure, je dirais ceci. C'est une phrase que j'ai trouvée dans l'un des livres du Dr Bach, parce qu'il en a écrit plusieurs. Il a fait aussi pas mal de conférences. Il dit « Ces remèdes ont pour effet d'élever nos vibrations et de nous ouvrir à la réception de notre moi spirituel, de baigner notre nature profonde de la vertu particulière dont nous avons besoin. Ils sont importants car il n'y a pas de vraie guérison s'il n'y a pas de changement de perspective, de paix de l'esprit et de félicité intérieure. » Donc, les élixirs de Bach, la médecine par les élixirs de Bach, c'est essentiellement pour moi une médecine de l'âme. Et lorsque l'âme va mieux, forcément, le corps va aller mieux. Voilà ce que je voulais vous dire sur les élixirs de Bach. Et Isabelle me tend aussi. Ah oui, voilà. J'ai oublié de vous dire que cet homme qui m'avait fait remarquer que les élixirs de Bach ne lui avaient rien fait, il est revenu en consultation. Il a tiré, comme je vous l'ai expliqué, 3 cartes. Il est reparti avec son petit mélange dans son flacon. Et puis, comme il était persuadé que ça ne faisait rien, il en a pris avant de redémarrer sa voiture. Et comme c'est un être extrêmement sensible, quelques kilomètres après, il a été obligé de s'arrêter tellement il avait de symptômes, de remontées d'angoisse, je ne sais pas exactement, mais il m'a dit là, j'ai été vraiment convaincue qu'il y avait une action sur nous. Et lui a été extrêmement persévérant, puisqu'il est venu pratiquement pendant 6 ou 8 mois, parce que lorsque nous avons fini un flacon, il faut retester s'il y a nécessité de continuer les mêmes élixirs ou si nos états d'âme ayant changé, il faut envisager de changer également les élixirs de Bach. Voilà, désolée d'avoir oublié, pris dans mon élan, ça m'arrive souvent d'oublier des choses importantes. Et cet homme a fait un chemin extraordinaire. Depuis, il est devenu canal. Il était déjà thérapeute, mais il est devenu un thérapeute encore plus efficace, on va dire, qui aide encore plus ses consultants. Et lui-même, donc, a vraiment fait un chemin extraordinaire. Voilà. Il y a quelques questions qui arrivent, si tu veux bien. D'abord, la première, c'est peux-tu nous dire où toi tu te les procures? Bonne question. Je me les procure essentiellement. J'ai actuellement des élixirs qui viennent directement d'Angleterre, et que j'ai depuis quelques années. Et je me les procure aussi. Alors, je ne sais pas finalement si on a le droit de faire de la publicité. Et non, je ne peux pas. Et non, je suis désolée, mais je ne peux pas répondre.
Je ne peux pas faire de publicité pour un laboratoire plus que par un autre. Vous vous rendez compte ce que j'allais faire? Oui, on peut pas, non. Est-ce que tu peux en donner à ton perroquet? Un perroquet? Un perroquet, Un pourquoi pas? perroquet, oui. Il y a une dame qui demande si on peut en donner à Qu'est-ce son qu'il a? perroquet qui est pot de colle. Il est pot de colle? Eh bien, qu'elle essaye donc, Mimulus, puisque en fait, il veut qu'elle s'occupe de lui en permanence. On est toujours en ligne? Oui, Allô? oui, je suis là, je suis là. Je regardais s'il y avait d'autres questions. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, ma chère Nicole. Voilà. Donc, tu voulais peut-être montrer ton magnifique livre que j'ai lu aussi que tu as à côté de toi. Alors, le mien, Voilà. voilà, Ouais. heu, attends, comment? Non, c'est ça, voilà. Ouais. Et là-dedans, tu parles un peu plus largement des fleurs de Bach aussi, des méthodes aussi de guérison Je parle, et de oui. mais je suis peut-être moins détaillée que lors de cette conférence, hein, parce que je parle de tellement d'autres thérapies que je ne parle pas que des fleurs de bac. Mais ce livre va être certainement, peut-être l'année prochaine ou un peu plus tard, nous allons le reprendre avec avec des thérapies nouvelles et, je développerai plus les élixirs de Bach que j'ai un petit peu trop résumé à mon avis maintenant. Il y a eu une chute. Notre ami a chuté. Isabelle, tout va bien? Tu es entière encore? Alors moi, je restais imperturbable. Et toi, tu sais Alors, on vous présente Isabelle, hein, qui s'occupe de toute la librairie, envoie des livres, etc., qui est les conférences, la technique, tout ce qui est, hein, voilà, qu'on voit pas, mais qui est très, 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 très important pour, voilà, hein. Donc, je regarde si il y a d'autres questions, mais non, tout le monde, enfin, on te dit merci, merci. Enfin, tout le monde te fait des petits messages de remerciement. eh bien, moi, je remercie nos amis qui sont fidèles, qui viennent ravis de savoir que nos conférences ont du succès. Je te Oui, remercie super. d'être avec Et puis, je te remercie aussi pour ta bienveillance, pour ces belles conférences, pour cette compagnie avec toi. C'est toujours un bon moment. Voilà. Et puis, on te dit à très, très, très bientôt. nous. Eh bien, Voilà. Je bien, t'embrasse. moi aussi, je vous embrasse tous. Au revoir. Voilà. À bientôt.